Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième et dernier cours de philosophie générale consacré aux notions de travail et de technique. Je vais procéder en trois temps aujourd'hui. D'abord, je vais revenir sur les acquis de notre précédente réflexion. Je vous encourage vivement à regarder les deux vidéos sur Marx que j'ai sorties. J'estime avoir effectué un travail de synthèse de sa pensée qui est relativement exemplaire. Ça m'a demandé du travail, donc ce serait sympa d'aller les regarder. Une fois que j'aurai réabordé ces points qui sont très importants, je développerai la théorie utilitariste de John Stuart Mill, qui va nous intéresser aujourd'hui. Et ensuite, comme d'habitude, je ferai un petit récapitulatif rapide des différentes approches que l'on a pu observer pour penser le travail en lien avec la technique en philosophie. On a vu la dernière fois donc que le système de production capitaliste allait de pair avec une création toujours plus importante des inégalités sociales, et j'ai expliqué pourquoi en m'appuyant sur Marx, qui expliquait que le salaire correspondait au minimum nécessaire à la relance de la force de travail, et sur un vol d'une grande partie de la richesse produite par le travailleur, qui devait constituer le bénéfice engrangé par le patronat au sein des entreprises. On en était resté à une impasse, non pas strictement théorique mais pratique, car on avait également interrogé Marx sur les solutions que celui-ci proposait. On a vu que le capitalisme était nécessairement amené à périr sous le poids de ses propres contradictions de façon dialectique, mais que ce n'était pas encore arrivé, et on a vu aussi que l'idéal communiste révolutionnaire que défendait Marx n'avait pas non plus pu se développer réellement dans les faits. À mon sens, l'échec pratique du communisme vient d'un élément strictement philosophique de type humaniste et idéaliste, que l'on retrouvait déjà chez Hegel, paradoxalement, qui est que Marx voulait concilier le bien commun d'un côté, mais aussi, et ça c'est un élément que les anti-marxistes ou communistes de mauvaise foi ont trop tendance à oublier ou à ne pas considérer, la liberté totale des individus. En effet, dans une société communiste, les individus doivent être maîtres de leurs moyens de production, ils peuvent ainsi décider de leur temps de travail et s'épanouir parfaitement dans leur entreprise. Mais il ne faut pas que la richesse des individus se développe indépendamment du bien commun, car si le bien commun n'était pas la finalité suprême du communisme, on retomberait sur les dérives libérales d'une société dite capitaliste, et donc faire la révolution n'aurait servi, encore une fois, à rien, si ce n'est à permettre au pouvoir, petit à petit, de se redévelopper d'une manière inégalitaire avec une classe qui domine une autre. La difficulté du communisme, si on fait l'effort de l'analyser à mon avis, elle est bien là. Il faut nécessairement que l'intérêt individuel trouve sa réalisation dans son contraire, qui est l'intérêt commun. Or, les deux semblent s'opposer a priori. De fait, une société dite communiste doit prôner une justice sociale égalitaire et s'y tenir. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que dans les faits, quand des dictateurs, Staline ou Mao, se sont revendiqués du communiste, ils ont fait un contresens en annulant totalement le bien des individus dans leur manière de gouverner. Tout le monde doit être égal au nom du bien commun et par conséquent, il faut tout collectiviser et empêcher un trop fort enrichissement de certains. Sauf qu'en réalité, les inégalités sociales étaient toujours là par-dessus le marché et le peuple russe ou chinois était majoritairement égal face à leur misère, on va dire. Donc vous voyez ce qu'il y a d'intéressant quand on oppose le capitalisme, qui s'inspire de l'idéologie libérale, et le communisme, c'est que les deux, dans leurs applications, font toujours beaucoup plus pencher la balance, soit en faveur du bien commun au détriment des individus, et donc paradoxalement le bien commun n'est même plus respecté, dans le cas du communisme, soit en faveur du bien des individus, dans le cas d'un système capitaliste d'inspiration libérale, et donc paradoxalement ce n'est pas les individus, mais seulement quelques-uns qui parviennent à leur fin. Donc vous voyez, là j'essaye en fait, si vous voulez, bon le but de ma chaîne, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est de favoriser votre esprit critique si vous suivez mon travail, c'est pas uniquement de vous donner des billes pour le bac si vous êtes un élève, ou si vous êtes un étudiant, ou si vous êtes curieux, ou de vous apprendre des choses si vous êtes curieux, c'est de vous faire réfléchir sans vous imposer une pensée, vous voyez, sans vous dire ouais, vive Marx, ou vive Adam Smith, ou
Bon, de toute façon, si je voulais vraiment dire ce que je pense de manière, on va dire, régulière, bon bah, je ferai une chaîne uniquement consacrée à Schopenhauer et bon, je me contenterai de répéter ce qu'il dit, donc voilà. Donc moi, mon but, c'est vraiment de vous faire réfléchir et ça va justement être le but de cette vidéo-là. On est donc dans une impasse que Marx lui-même n'a pas pu résoudre réellement et qui consiste à se demander comment faire pour que les travailleurs soient justement considérés dans leur boulot. Bon, vous voyez, c'est la philo, c'est concret, hein. On parle pas d'un truc complètement fumeux, abstrait. Là, on est au cœur même du terrain, hein, on est au cœur même de la vie quotidienne, parce que les problèmes que j'aborde sur ma chaîne, même quand je parle du prolétariat au 19e siècle, hein, je veux dire, dans l'eau, bah, il y a quand même des problématiques qui restent d'actualité. Et là, on est toujours en plein dedans. Donc, est-ce qu'il vaut mieux miser sur une justice sociale égalitariste et faire en sorte que les individus ne puissent pas s'enrichir de façon inconsidérée, en instaurant un plafond, par exemple, vous savez, un seuil d'enrichissement que les citoyens ne pourraient pas dépasser, ce qui serait une perspective dite de gauche, ou alors est-ce qu'il vaut mieux renoncer à toute forme d'égalitarisme et autoriser une poursuite décomplexée de son intérêt, ainsi que la concurrence et la compétitivité propres au système capitaliste, sous prétexte de ne pas parvenir à développer un système politique viable qui soit égalitaire. Vous l'aurez compris, ceux qui défendent davantage le bien commun par rapport aux intérêts privés, ce sont les gens dits de gauche, et ceux qui défendent davantage le bien-être individuel face au bien commun, ce sont les gens dits de droite, chacun pour soi en gros, hein. De façon schématique, vaut-il mieux valoriser le bien de tous au détriment des intérêts de quelques-uns, ou valoriser le bien des individus au détriment d'un bien commun qui de toute façon ne serait qu'une utopie? Eh bien justement, il y a un penseur assez important du 19e siècle du nom de John Stuart Mill, qui est un philosophe anglais de l'école utilitariste, dont Jeremy Bentham a posé les bases presque un siècle avant environ, qui s'intéresse très précisément à ces questions très sensibles et brûlantes, notamment dans son ouvrage phare, L'utilitarisme. Bon, l'utilitarisme, c'est un courant de pensée qui est quand même très important au 19e siècle et bon, qu'il fallait tôt ou tard que j'aborde, hein. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est très utile aussi quand il s'agit au bout d'un moment de penser en philosophie la notion de justice. L'extrait sur lequel je vais m'appuyer n'est pas très connu, mais c'est un texte que je trouve très utile et intéressant, et qui peut servir à la fois sur la notion de travail, mais aussi concernant les problèmes liés à la justice au niveau social, que je n'ai pas abordé de cette façon-là dans ma série de cours sur la philosophie politique, car je gardais la question de l'utilitarisme pour ce chapitre. Avant de vous donner quelques éléments sur ce texte, je fais un petit topo sur l'utilitarisme en philosophie. L'utilitarisme, c'est une école de pensée qui repose sur plusieurs principes, dont le plus important est celui de la maximisation du bonheur des individus vivant au sein d'un État. En gros, on ne peut mesurer la valeur d'un régime politique qu'à l'aune de la maximisation du bonheur du peuple, c'est-à-dire qu'en fonction du fait que le bien-être des individus qui composent ce peuple soit satisfait au maximum. Pourquoi Mill, par exemple, emploie ce terme de maximisation, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'étrange dans le fait de considérer que le bonheur peut se quantifier alors qu'il s'agit d'un sentiment intime et personnel? Ça, c'est une critique que l'on fait parfois souvent à l'utilitarisme, mais bon, c'est loin d'être la seule. Concernant le premier point, Mill emploie cette expression de maximisation du bonheur des individus car l'utilitarisme, comme son nom l'indique, fait de l'utilité le critère même du bonheur. Or, cette utilité que vise l'utilitarisme est une utilité de type social, et utile et doit être valorisée au niveau moral, ce qui va profiter au plus grand nombre. Vous voyez, c'est une philosophie on va dire, de type conséquentialiste. On s'intéresse aux conséquences du principe pour en évaluer la valeur. Vous voyez, il y a une influence pragmatique derrière. C'est vraiment les effets du principe qui comptent et pas la valeur du principe a priori. En fait, il faut observer pour savoir si ça a de la valeur ou pas. En fait, l'utilitarisme, c'est un peu un mélange de pragmatisme et de bon sens, si on peut dire, qui part du principe que de toute façon, les problèmes que l'on a rencontrés jusqu'à présent,
L'éternel débat qui consiste à savoir s'il vaut mieux mener une politique de gauche ou de droite par exemple, n'ont été rencontrés que parce qu'on l'on a à tort cru qu'il valait tout miser sur un système politique particulier dont les principes de justice sont toujours assez radicaux. Pour Mill, une société de type parfaitement égalitaire, une société qui serait parfaitement égalitariste, où on cherchera à contenter tout le monde, n'est pas possible de toute façon. Il y a un passage dans l'utilitarisme où il critique le point de vue des anti-riches de gauche qui aimeraient taxer davantage les riches pour les mettre davantage au service du bien commun, pas parce qu'il est de leur côté, mais parce que, et c'est un argument qu'on entend souvent dans les débats télévisés dès qu'on parle de taxer les plus riches, ils ont tellement de pouvoir par l'argent qu'ils possèdent que même si la civilisation en venait à s'effondrer, ils n'auraient aucun mal à réduire le reste des gens en esclaves avec le capital dont ils disposent. En gros, le pouvoir des plus riches, mais d'ailleurs c'est intéressant parce que on constate que même en temps de crise, à tous les niveaux où tout le monde morfe, bah, les plus riches, c'est encore ceux qui s'en sortent le mieux. Bah, justement parce qu'ils ont un gros capital, donc ils ont toujours du pouvoir, même dans les situations critiques. Le pouvoir des plus riches est tel que pour 1000, ils auront toujours le dernier mot. Si vous voulez les taxer, ils iront voir ailleurs. Si vous voulez les traquer, ils créeront des alliances et recruteront du monde avec leur fortune pour s'opposer à vous. Les riches auront toujours le pouvoir et on n'y peut rien. On pourra alors se demander si John Stuart Mill n'est pas un petit peu de droite et ne veut pas nous faire croire qu'il vaut mieux laisser les riches tranquilles. Eh bien en fait c'est plus subtil que ça. En fait vous allez voir que l'utilitarisme, et c'est aussi pour ça que certains n'apprécient pas trop cette philosophie, c'est une pensée avec zéro prise de risque qui permet d'éviter de dire des bêtises, certes, mais aussi d'un autre côté on se mouille pas trop donc c'est normal, vous allez comprendre pourquoi. En réalité, pour Mill, à défaut de pouvoir contenter absolument tout le monde, mieux vaut contenter la majorité des individus. Le contentement de la majorité, qui est censé être un des grands principes de la démocratie, sur le papier du moins, est au fondement même de la pensée utilitariste. En gros, puisque les critères du juste et de l'injuste reposent toujours sur des fondements qui sont cohérents et se tiennent, mais possèdent aussi à chaque fois leurs limites, il n'est pas possible de s'entendre sur un critère de justice qui devrait s'appliquer à l'ensemble d'une nation de façon universelle et durable. Du coup, autant maximiser le bien-être qui est relatif au maximum de monde parce que l'on ne peut pas faire plaisir à absolument tout le monde par conséquent. Quand Mill parle de maximisation du bonheur des individus, il faut comprendre par là qu'il se situe dans une perspective démocratique et donc via des sondages d'opinion, il accorde beaucoup d'importance à l'opinion publique dans sa théorie par ailleurs. C'est pour ça que pour les utilitaristes, on peut quantifier le bonheur de cette façon-là. On pourrait évaluer le bonheur de la population de façon régulière et son taux de satisfaction par rapport au gouvernement actuel. Concernant les critères du juste et de l'injuste, qu'il s'agisse de l'école libérale de droite ou de l'école communiste ou socialiste de gauche, que j'ai pris en exemple jusqu'à présent, Mill développe les limites et les apories de ces deux conceptions politiques à différentes reprises dans son ouvrage, et l'extrait qui nous intéresse ici situe le problème justement au niveau de la rétribution du travail en entreprise. Comment évaluer ce qui doit revenir à un travailleur en termes de salaire, et existe-t-il là aussi un principe de justice absolument valable? Eh bien, Mill aborde les deux grands principes de justice que l'on pourrait schématiser comme étant socialiste de gauche et libéral de droite. Si on est un socialiste de gauche, on fait valoir l'égalité des chances. Ah, cette bonne vieille égalité des chances. Et donc on part du principe qu'il faudrait que tous les individus disposent du même salaire, indépendamment de leur productivité. Si on est un libéral de droite, on part du principe qu'il ne faut rémunérer le travailleur qu'à la mesure de sa productivité, travailler plus pour gagner plus, souvenez-vous des bonnes paroles du philosophe Nicolas Sarkozy. John Stuart Mill examine donc les deux critères de justice et il se rend compte que dans les deux cas, c'est pas idiot mais que c'est insuffisant. En fait, dans le texte dont je vous parle, il y a une structure dialectique à la Hegel où on a un premier point de vue, le point de vue égalitariste, ses limites, puis dans un deuxième moment du texte, en opposition au premier, le point de vue libéral, ses limites, et enfin le dépassement grâce à l'utilitarisme qui va nous tirer de ce débat stérile et interminable, mais tout à fait passionnant je trouve par ailleurs,
Concernant le premier critère de justice par rapport au travail, donner le même salaire à tous, en quoi ça serait une bonne idée? Ça serait une bonne idée car Mill déclare que ceux qui parviennent à produire plus que la moyenne en un minimum de temps ont été gâtés par la nature, ils sont doués et donc ils devraient déjà se contenter d'être naturellement avantagés par la nature, sans avoir en plus l'audace d'exiger un salaire supérieur. Pour illustrer ça, imaginons qu'on soit dans une entreprise où des travaux de force sont exigés et que la femme va soulever moins de poids lourds que l'homme, à un rythme plus faible en tout cas. À moins qu'il s'agisse d'une catcheuse venue de Russie, mais bon. Ça serait injuste qu'elle soit payée moins que celui-ci, sous prétexte qu'elle est plus faible en moyenne. Mon exemple n'est pas anodin, sachant que Mill est un des premiers principaux théoriciens du féminisme. Afin de maximiser le bien-être de la population, il va de soi que les femmes doivent jouir de droits équivalents à ceux des hommes, vu qu'un individu sur deux environ est une femme. Ça tombe sous le sens. Bon, personnellement, je vois pas très bien comment on peut remettre ça en question, faut être un peu con-con. Bref, la justice devrait compenser les inégalités naturelles de talent ou de dons que la nature a réparties de manière inéquitable en chacun de nous. Il ne faut donc pas que la justice, justement, eh bien, favorise ces inégalités-là, qui sont des inégalités, on pourrait dire, naturelles, qui sont innées. Donc, d'après cette perspective dite égalitariste, la justice devrait compenser les inégalités naturelles de talent ou de dons que la nature a réparties de manière inéquitable, et il ne faut donc pas évaluer le salaire du travailleur en fonction de sa productivité, car cela reviendrait à léser ceux qui produisent moins en faisant autant d'efforts. En fait, c'est l'effort qui compte dans cette perspective, pas le résultat. Il faut donc que chacun bénéficie du même salaire, et ceux qui se montrent plus productifs n'ont pas à râler d'être payés autant que les autres, car ils ont déjà de quoi être contents du fait qu'ils soient naturellement plus doués. En fait, pour un égalitariste, réclamer un meilleur salaire sous prétexte que l'on est plus productif, c'est illogique car ça revient à vouloir être récompensé car l'on possède un talent naturel que l'on a eu de façon fortuite sans l'avoir mérité pour autant. T'as de la chance, alors profites-en et ferme-la. Bon. Cependant, même si ce point de vue est cohérent et se tient, il demeure l'objection libérale que Mill prend en compte. Il dit très précisément que refuser la part de richesse supplémentaire que celui qui a produit plus que les autres en moins de temps réclame est une forme de, je cite, brigandage, selon ses propres termes. En effet, l'objection libérale par rapport à la position égalitariste dit qu'il faut tenir compte, au contraire, de la productivité du travailleur pour lui fixer un salaire. Car si on met le même salaire à tout le monde sans faire de distinction, cela va forcément être ressenti comme une injustice par ceux qui produisent plus et aimeraient gagner plus. De plus, et c'est ça l'argument libéral par excellence, si on fait en sorte que tout le monde soit traité exactement de la même manière et dispose du même salaire, cela n'encouragera aucunement à la productivité qui résulte de la concurrence entre les individus, mais surtout, personne ne se sentira particulièrement motivé à l'idée de travailler plus. C'est contre-productif. Le travailleur qui parviendrait à produire plus que les autres en moins de temps pourrait diminuer tout à fait légitimement ses efforts, puisque de toute façon, il ne sera pas payé davantage. À quoi bon se donner la peine de s'investir à fond dans son travail, puisque de toute manière, il n'a aucun espoir d'être augmenté en vue de la sacro-sainte égalité. Vous voyez, s'il met 6 heures à faire ce que les autres feraient en 10 heures, bon bah il fait ses 6 heures de taf, il se casse et il se dit, de toute façon, moi j'ai fait mon boulot, de toute façon, et je serai payé pareil, alors à quoi ça sert que je travaille autant? Vous voyez? Donc il y a un problème d'ordre pratique par rapport à la perspective égalitariste. Entre parenthèses, ceux qui défendent une idéologie libérale dénoncent généralement un vice qui peut se retrouver dans les politiques sociales dites de gauche, mais qui en réalité, selon moi, n'ont de gauche que le nom, à savoir la discrimination positive qui, au nom de l'égalité, consisterait même à compenser des inégalités dites naturelles en privilégiant les personnes lésées qui par conséquent deviennent les privilégiés du système. Vous
Vous voyez, donc c'est le paradoxe, c'est le fait que des minorités qui seraient soi-disant discriminées, bah finalement, ça deviendrait les chouchoutes du système du fait de ce que on appelle la discrimination positive. Donc vous voyez, on est dans une impasse. D'ailleurs, à ce propos, il y a pas plus discriminant des fois que ceux qui luttent contre la discrimination, hein. Il y a un côté très paternaliste derrière ça que je trouve absolument gerbant. Mais bon, parenthèse. Donc vous voyez, on est dans une impasse car soit on fait valoir le seul temps de travail comme critère pour évaluer le salaire indépendamment de la productivité, comme le veulent les égalitaristes, et on décourage les gens à se montrer productifs et on laisse ceux qui parviennent à travailler plus efficacement. On pratique donc une sorte de nivellement par le bas, si on peut dire, mais d'un autre côté, si on fait comme les libéraux le veulent, on accepte l'inégalité sociale et le fait que certains puissent mieux réussir que d'autres à cause de capacités ou d'un talent supérieur comme un mal nécessaire à l'épanouissement des individus en société. En fait, ça revient à accepter l'inégalité, vous voyez, à l'accepter comme un fait contre lequel on peut rien. Dans le premier cas, le critère de la justice sociale, c'est l'égalité, mais elle se fait au détriment de la liberté, d'enrichissement notamment. Dans le deuxième cas, le critère de la justice sociale, c'est la liberté, mais celle-ci se fait enfin, pardon, oui, c'est ça, c'est la liberté, mais celle-ci se fait au détriment de l'égalité. Dans le premier cas, le critère de mérite, c'est l'effort et le temps de travail. Dans le second cas, c'est la seule productivité, indépendamment du temps de travail. Comment déterminer, se demande John Stuart Mill, quels critères de la justice privilégier alors que les deux points de vue se valent et possèdent leurs faiblesses qui se répondent réciproquement l'une et l'autre. Faut-il privilégier le bien commun en faisant abstraction des différences naturelles qui existent entre les individus et générer de la frustration et un sentiment d'injustice chez certains, entraînant une baisse de motivation et de productivité, ou bien privilégier l'individu et sa liberté face à une espèce d'égalité abstraite, ce qui aura pour conséquent de générer des inégalités sociales inévitables en tant que mal nécessaire résultant de la libre concurrence des individus. John Stuart Mill nous dit que c'est à l'utilité sociale de trancher entre ces deux conceptions tout aussi valables l'une que l'autre, et donc que l'utilitarisme nous donnera la solution. En quoi ça va consister alors? Eh bien, John Stuart Mill, comme je l'ai dit, pense que c'est la maximisation du bonheur des individus qui compte, que vous meniez une politique égalitariste de gauche ou libérale de droite, de toute façon, il y aura forcément des gens qui seront lésés et qui ne seront pas contents de toute façon, et les deux politiques se valent puisqu'elles ont leurs points faibles et demeurent cohérentes. Par conséquent, l'utilitarisme est une démarche expérimentale qui nous prescrit, d'après Mill, d'essayer d'observer dans quelle proportion le bien du maximum d'individus est satisfait. Si la proportion de gens heureux est supérieure en menant une politique égalitariste par rapport à une politique libérale de droite, et en donnant le même salaire à poste équivalent au sein d'une entreprise aux travailleurs, alors il faut momentanément opter pour cette politique, et inversement, si avec une politique libérale de droite, en comparant les deux, les individus s'épanouissent statistiquement plus qu'en pratiquant un salaire unique pour tous, indépendamment du temps de travail, il faut opter pour cette politique-là. Là, une politique qui tiendrait compte de la productivité. Donc en fait, Mill nous dit qu'il n'y a pas un régime politique valable ou un critère du juste idéal et que le seul critère qui soit envisageable, qui doit servir à fonder nos conceptions de la morale ou de la justice, c'est la maximisation du bien commun. C'est au nom du bonheur du plus grand nombre, dans un système démocratique, que l'on doit régulièrement changer de loi ou de principe, de la justice, dans une perspective expérimentale, jusqu'à trouver le critère de justice le plus conforme à cette maximisation du bonheur du plus grand nombre. En définitive, l'utilité à la vie et au bonheur de la majorité, puisque l'on ne peut parvenir à satisfaire tout le monde, doit donc rester, quoi qu'il arrive, le seul critère fondant la justice sociale et la valeur du travail. Et ces deux éléments ne sont pas figés et doivent être soumis à un processus d'expérimentation régulière, de sorte que la majorité du peuple puisse en être satisfait. Pour Mill,
Il s'agira de la plus grande majorité possible au niveau statistique. Évidemment, si en menant une politique de gauche, il y a 60% du peuple qui est heureux contre, contre, on va dire, je sais pas, 55% pour une politique de droite, il faudra préférer la politique de gauche et inversement, préférer la politique de droite à celle de gauche dans le cas inverse, vous voyez. Évidemment, Mill ne parle pas de gauche ou de droite, hein, c'est des exemples que je prends pour que vous compreniez le côté vraiment très concret de sa théorie, et qui peut toujours s'appliquer à notre époque, à notre époque au niveau contemporain. Donc, voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi mon itinéraire de pensée sur le travail et la technique, si c'est le cas. Je vais résumer très brièvement les différentes approches que l'on a eues ensemble. On a vu qu'en fonction de la définition que l'on établissait au départ du travail, celui-ci était soit pensé comme une activité naturelle, avec Platon ou Marx, soit comme une activité nécessaire mais contre nature, avec Aristote, ou même dans une certaine mesure Hegel. Ce qui nous amenait à envisager dans le deuxième cas le travail comme un labeur dont on chercherait toujours à se débarrasser autant que possible. On a vu que c'est dans le but de minimiser les efforts et gagner du temps que la division du travail existait en société, avec Platon et avec Adam Smith, mais que la poursuite de ses intérêts privés était une source dangereuse d'inégalité sociale, avec Adam Smith et avec Aristote, qui pouvait se retourner contre le travailleur lui-même si celui-ci, par ailleurs, passait sa vie à essayer de la gagner. À l'origine de ces inégalités se situe un processus d'asservissement propre à des rapports de domination empêchant la libération de l'homme par le travail, que j'ai expliqué dans ma vidéo sur Hegel et dans celle sur Marx. On a donc vu avec Marx que le travail était une activité humaine possédant une teneur intellectuelle, mais que le système de production capitaliste faisait disparaître ces données avec l'avènement du machinisme. Enfin, nous avons vu que seule l'utilité sociale permettait de trancher en déterminant si l'observation des effets sur le bonheur du plus grand nombre possible donnait raison à un capitalisme d'influence libérale ou à une perspective davantage égalitaire pour déterminer la valeur du travail dans nos sociétés modernes. Reste un problème de taille que nous avons relevé avec Hegel et Marx et qui constituera un champ de réflexion pour nos prochaines vidéos. Le progrès des techniques par lequel l'homme se libère dans le travail est-il nécessairement un facteur d'asservissement ? Tôt ou tard, l'homme est-il dépassé par les progrès techniques et même technologiques qu'il développe via son intelligence ? Ce sont ces réflexions éthiques que nous aborderons prochainement en nous interrogeant sur la notion même de technique en lien notamment avec celle de nature. En attendant, je vous remercie encore de suivre mon travail, ça me fait plaisir. Je vous souhaite également une très bonne journée ou soirée et je vous dis à très bientôt.